Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Nous reviendrons sur la conférence nationale consacrée à la présentation et au débat des projets d'amendement technique de la Constitution et de la loi organique relative au régime électoral, tenue hier au Palais des Nations. Les détails dans quelques instants. Dans cette édition également, nous écouterons les déclarations des partis politiques ayant participé à cette conférence. Ils ont salué les conclusions de cette rencontre, à même de consacrer une approche de dialogue et de concertation et de renforcer le processus démocratique. Alors que les chaînes françaises s'acharnent à diffuser une image biaisée et déformée de l'Algérie, elles passent sous silence les difficultés profondes et les fractures qui secouent leur propre société, occultant ainsi les réalités internes pourtant essentielles. Et cette énième provocation tue Marzen, l'apparition d'un drapeau de l'entité sioniste côté marocain a déclenché une vive indignation au sein de la population marocaine, confirmant le rejet de la normalisation et le malaise qu'elle suscite au sein de la population. Bienvenue à tous. Chargé par le président de la République, le directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, a présidé hier au Palais des Nations une conférence consacrée à la présentation et au débat des projets d'amendement technique de la Constitution et de la loi organique relative au régime électoral en présence du Premier ministre Sifir Riyeb. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la volonté du président de la République de veiller à consacrer l'approche du dialogue et de la concertation avec l'ensemble des acteurs politiques pour renforcer le processus démocratique et consolider l'état de droit et des institutions. Le directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, a indiqué que l'amendement technique de la Constitution constituait un apport qualitatif à même de renforcer l'efficacité des pouvoirs et des institutions constitutionnelles, tout en garantissant une meilleure protection des droits et des libertés. Je vous invite à l'écouter. L'amendement de la Constitution constitue, dans l'ensemble des pays du monde et en droit comparé, un outil pour s'adapter aux mutations politiques ou sociales, accompagner le développement économique, renforcer la place des droits de l'homme, réorganiser les pouvoirs publics, faire face à certaines crises ou encore honorer les engagements internationaux. En revanche, l'amendement technique de la Constitution, objet du débat, représente un outil d'habilitation constitutionnelle visant à combler les lacunes du texte fondamental en vue de traiter les situations ambiguës ou contradictoires entre les dispositions qui apparaissent lors de leur mise en œuvre effective. Plus de 5 années après la promulgation de la Constitution de 2020 et suite au parachèvement de l'édification institutionnelle qui en découle, la pratique sur le terrain dans l'organisation et le fonctionnement de certaines institutions constitutionnelles et instances publiques a mis en évidence la nécessité d'améliorer certains aspects purement techniques, je dis bien purement techniques, des dispositions constitutionnelles portant plus particulièrement sur 10 points. Le directeur de cabinet de la présidence de la République a présenté un exposé comprenant les 10 propositions concernant l'amendement technique de la Constitution. On écoute. L'amendement technique de la Constitution est cette fois circonscrit à 10 ajustements. Premièrement, l'introduction de l'obligation de justifier des niveaux d'instruction pour se porter candidat à la fonction de président de la République. Deuxièmement, la définition des modalités de prestation de serment par le président de la République. Troisièmement, le projet prévoit la possibilité pour le président de la République de convoquer des élections locales anticipées. La quatrième proposition consiste à supprimer l'obligation d'obtenir l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature lors des nominations aux fonctions judiciaires spécifiques, ainsi que dans le cadre du mouvement annuel des présidents de cour, des procureurs généraux, des présidents des tribunaux administratifs et des commissaires de l'État. Cinquième proposition, il est proposé de fixer la durée du mandat du président du Conseil de la Nation élu à 6 ans au lieu de 3. Sixièmement, l'amélioration du cadre réglementaire relatif à l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. Septièmement, proposition de réexamen de la composition du Conseil supérieur de la magistrature, article 180 de la Constitution.
Huitièmement, s'agissant de l'autorité nationale indépendante des élections, chargée de la supervision intégrale des opérations électorales et référendaires, il est proposé de confier exclusivement à l'administration la mission de la préparation matérielle et logistique de ces opérations. Neuvième et avant-dernier point, le projet d'amendement technique de la Constitution propose l'introduction d'une disposition transitoire visant, en cas de besoin, à combler un vide constitutionnel et à fournir une base juridique permettant l'organisation de l'opération de renouvellement partiel des membres élus du Conseil de la Nation. Enfin, il est proposé d'introduire une disposition transitoire ayant pour objet de fixer les délais de conformité pour les institutions et organes dont le régime juridique ou la composition ont fait l'objet d'une modification, lesquels sont tenus de se conformer à ces ajustements dans des délais déterminés. Le Premier ministre a souligné pour sa part l'insistance du président de la République sur la nécessité d'un examen approfondi de ces amendements qui visent à renforcer l'efficacité des institutions dans le cadre de la complémentarité fonctionnelle constructive dans un État démocratique et social. Dans la continuité de l'instauration des meilleures voies de la gouvernance institutionnelle, les amendements techniques proposés constituent une avancée qualitative de nature à renforcer l'efficacité de la disponibilité permanente, dans le cadre d'une complémentarité fonctionnelle constructive permettant l'édification d'un État démocratique et social solide, fondé sur les constantes nationales et les principes de l'égalité consacrant les droits et les libertés, et œuvrant à renforcer la confiance et à consolider la stabilité des institutions. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de Monsieur le Président de la République, qui a insisté sur la nécessité d'approfondir l'étude et d'examiner avec rigueur l'ensemble des approches relatives aux amendements. De son côté, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a souligné que la révision de la loi organique relative au régime électoral s'inscrit dans la continuité du processus des réformes profondes instaurées par la Constitution de 2020 et vise à remédier aux insuffisances relevées lors des précédentes échéances, à renforcer la transparence du processus électoral et à valoriser le rôle de l'autorité nationale indépendante des élections. Je vous invite à l'écouter. La question relative au régime électoral a constitué un tournant décisif dans l'histoire de notre pays, au regard des réformes globales qu'elle a introduites, notamment en encourageant la participation des jeunes à la vie politique, en consacrant l'égalité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidature et en renforçant la transparence des opérations électorales à travers l'exclusion de l'argent sale. Toutefois, les différents rendez-vous électoraux qu'a connus notre pays ont mis en évidence certaines insuffisances, lesquelles ont eu, de manière indirecte, un impact sur le bon déroulement du processus électoral. La prise en charge de ces insuffisances purement techniques, à travers l'analyse et le traitement des différents dysfonctionnements constatés, a rendu nécessaire l'adoption d'une nouvelle vision passant par la révision du cadre juridique régissant le régime électoral. Cette révision vise en premier lieu à promouvoir le rôle de la performance de l'autorité nationale indépendante des élections, ainsi qu'à préciser les relations entre celle-ci et les autorités publiques intervenant dans le processus électoral. De son côté, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports a déclaré que compte tenu de l'ampleur des missions dévolues à l'ANI, il est devenu nécessaire de réviser les dispositions de la loi organique relative au régime électoral en vigueur afin de renforcer l'acquis démocratique électoral tout en préservant l'indépendance et l'exercice de ses prérogatives consacrées par la Constitution. On écoute. Eu égard à l'ampleur et à la lourdeur des missions qui incombent à l'autorité nationale indépendante des élections, il est devenu nécessaire de revoir les dispositions de la loi organique relative au régime électoral en vigueur, afin d'y intégrer des ajouts qualitatifs et de nouvelles dispositions visant à renforcer l'acquis démocratique électoral représenté par cette autorité nationale, en préservant son indépendance et en lui permettant d'exercer ses prérogatives consacrées par la Constitution, notamment en matière de préparation, d'organisation, de gestion et de supervision des opérations électorales et référendaires. Par ailleurs, il est proposé d'attribuer au ministère de l'Intérieur la mission de fournir les moyens matériels et humains nécessaires à l'autorité nationale pour accomplir ses missions de manière optimale.
Le président par intérim de l'autorité nationale indépendante des élections a pour sa part souligné que l'expérience sur le terrain a révélé la nécessité de réviser certaines dispositions de la loi organique relative au régime électoral afin de renforcer le fonctionnement de l'ANI, de promouvoir les acquis démocratiques consacrés par la Constitution de 2020 et de consolider à la construction d'institutions représentatives au sein d'un État républicain et démocratique. Je vous invite à l'écouter. Bien que cette expérience soit courte, elle a conduit à la nécessité de revoir certaines dispositions de la loi organique relative au régime électoral, dans le but d'améliorer la qualité des performances de l'autorité nationale indépendante et de ses différents partenaires dans les opérations électorales. Cela appelle à un moment d'évaluation et de révision afin de renforcer les acquis démocratiques introduits par la révision constitutionnelle du 1er novembre 2020 et la loi organique relative au régime électoral de 2021. Nous œuvrons ainsi à la réforme de tout ce qui pourrait influencer ou saper la volonté du peuple algérien de construire des institutions représentatives fondées sur la participation de tous les citoyens, de la société civile et de la communauté nationale à l'étranger dans le cadre d'un État républicain et démocratique. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la conférence concernant la circulation sur certains sites et réseaux sociaux de rumeurs laissant entendre que le report de la présentation de l'amendement technique lors de la réunion du Conseil des ministres était dû à l'absence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le directeur de cabinet de la présidence de la République a expliqué les véritables raisons de ce report. En écoute. Effectivement, le Conseil des ministres a étudié ces deux projets, après leur examen en Conseil de gouvernement, et a décidé de reporter leur examen, non pas en raison de l'absence du général de corps d'armée qui était en congé de fin d'année. Le report a été décidé pour permettre d'enrichir ces deux projets par les contributions des partis politiques. Donc, cela n'a rien à voir, il s'agit de simples rumeurs. Les partis politiques ayant participé à cette conférence ont salué les conclusions de cette rencontre, à même de consacrer une approche de dialogue et de concertation et de renforcer le processus démocratique. C'est un dialogue franc. Il faut souligner que ce n'est qu'un amendement technique qui n'impacte pas l'essence même de la Constitution et ses articles intangibles. Et nous, au sein du Front de Libération Nationale, nous avons présenté de nombreuses propositions aussi pour l'intérêt général, tenant compte des exigences de la prochaine étape, ce qui prouve que les réformes lancées après la révision de la Constitution de 2020 étaient un choix constant. Ces amendements étaient globalement fondés dans l'objectif de remédier aux insuffisances relevées lors de l'application de la Constitution de 2020. Nous saluons le courage des institutions nationales à ouvrir la voie au dialogue et de faire face à ces manquements. Nous avons apporté nos propositions, notamment en ce qui concerne la liste électorale, les nouvelles wilayas, et en ce qui concerne également les quotas et les sièges des représentants de la communauté. Je salue le dialogue qui s'est tenu lors de cette conférence sur des dossiers politiques importants qui concernent l'intérêt général national, la classe politique et le pouvoir politique, car les recommandations de ces consultations politiques vont certainement nous rassembler sur un accord commun. Des explications ont été apportées sur des articles concernés par cet amendement, ainsi qu'une lecture approfondie de ces articles afin qu'il y ait une cohérence avec les questions d'actualité. C'est une étape positive qui permet d'établir la culture du dialogue et la consultation sur les questions qui concernent la classe politique et le pays en général. La réforme du régime électoral que nous considérons au sein du FFS une nécessité absolue pour bâtir une démocratie représentative réelle et permettre aux partis politiques de jouer leur rôle et donner l'occasion aux Algériens de choisir leurs représentants. Nous saluons cette procédure qui consacre une pratique constitutionnelle et de nouvelles traditions politiques en Algérie, et ce, à travers l'application des acteurs politiques à leur tête, les partis politiques notamment, en ce qui concerne la loi électorale. Au Front El Moustaqbel, nous portons un intérêt particulier à la loi organique portant régime électoral, qui a suscité un débat profond, notamment en ce qui concerne le contrôle d'habilitation des candidats et les listes électorales.
Aujourd'hui, nous sommes des partis représentatifs aux côtés des pouvoirs politiques qui représentent le président de la République en présence du Premier ministre et du chef de cabinet à la présidence de la République et un nombre de ministres pour débattre des amendements techniques de la Constitution. Les partis politiques ont exprimé leur point de vue que nous allons présenter par écrit. Nous avons déjà présenté des propositions de loi portant partis politiques pour le mouvement El Bina. La majorité des points et manquements que nous avons relevés concernant le régime électoral ont été pris en considération. Un débat franc et sérieux et responsable à travers lequel les préoccupations des partis politiques ont été abordées lors des échéances électorales précédentes. Parmi les points abordés, l'autorité indépendante des élections et ses prérogatives. Une approche participative pour promouvoir la démocratie et le rôle des partis politiques. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur l'amélioration des pratiques et aller vers des élections qui permettront d'établir des assemblées locales fortes sur lesquelles nous pouvons compter, ce qui est important pour l'établissement d'un État de droit sur la base de la Constitution. Les partis politiques étaient présents pour exposer leurs points de vue et leurs propositions. Nous saluons cette étape positive en présence des partis politiques afin d'enrichir la loi portant régime électoral et les amendements techniques. En application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatives à la création d'un Conseil national de la mécanisation agricole, le Premier ministre Sifir Riyeb a procédé hier à son installation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à moderniser le secteur agricole et à renforcer ses capacités de production, notamment à travers l'amélioration de la disponibilité du matériel agricole et à la valorisation des investissements dans ce domaine. Le Conseil regroupe les représentants des secteurs concernés, des organisations professionnelles agricoles, des agriculteurs ainsi que des opérateurs économiques producteurs de matériel agricole. À cette occasion, le Premier ministre a instruit l'élaboration d'un plan d'action fondé sur l'identification des besoins des agriculteurs en matériel agricole en tenant compte des spécificités des différentes filières et des exigences des campagnes agricoles 2025-2026 et 2026-2027. Le plan d'action devra également prévoir des mesures visant à renforcer et à diversifier la production nationale de matériel agricole ainsi qu'à développer les capacités nationales de maintenance, notamment par la disponibilité des pièces de rechange et la mise en place d'un réseau national de maintenance. Le Conseil tiendra des réunions périodiques afin d'évaluer la mise en œuvre du plan d'action et d'assurer une prise en charge efficace des besoins. Dans l'actualité également, le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été reçu hier au siège du ministère des Affaires étrangères, consécutivement à la diffusion par la chaîne publique France 2 de ce qui est abusivement présenté comme un documentaire, mais qui n'est en réalité qu'un tissu de contre-vérités profondément offensantes et inutilement provocatrices. Il a été fait observer aux diplomates français l'extrême gravité de ce qui suit. Premièrement, la responsabilité d'une chaîne de services publics français dans cette véritable agression contre l'État algérien, ses institutions et ses symboles. Une agression que cette chaîne publique ne se serait jamais autorisée sans la complicité ou à tout le moins l'assignement de sa tutelle publique. Deuxièmement, contrairement à toutes les pratiques et coutumes diplomatiques, la contribution de l'ambassade de France à Alger et celle de l'ambassadeur personnellement à l'animation de cette campagne outrageante menée par cette chaîne publique renforce le sentiment que celle-ci a bénéficié d'une autorisation de service officiel français. Troisièmement, l'agissement de la chaîne française en cause représente une nouvelle étape dans l'escalade des menées anti-algériennes que des milieux officiels français entièrement à des fins de maintien des relations algéro-françaises dans un état de crise permanent. Quatrièmement, le gouvernement algérien condamne avec une extrême vigueur l'émission en cause et la teneur inqualifiable des accusations et des offenses qu'elle véhicule à propos de l'État algérien et de ses institutions. De même, le gouvernement algérien exprime sa très forte désapprobation de l'implication de l'ambassadeur de France à Alger dans la commission d'actes manifestement contraires à l'exercice de sa mission telle que codifiée par les lois et consacrée par les coutumes internationales. Enfin, il a été notifié aux diplomates français que le gouvernement algérien se réserve le droit de donner toutes les suites qu'appelle la gravité de tels agissements.
Et alors que ces chaînes françaises s'acharnent à diffuser une image biaisée et déformée de l'Algérie, elles passent sous silence les difficultés profondes et les fractures qui secouent leur propre société, occultant ainsi des réalités internes pourtant essentielles. Anis Chir. En diffusant un documentaire sur l'Algérie, France 2, une télévision publique, commet une dérive et contribue à exacerber les tensions entre Alger et Paris. Taper sur l'Algérie est devenu monnaie courante. À chaque crise politique, sociale ou identitaire, les médias français adoptent un narratif biaisé et une rhétorique hostile à l'Algérie. En témoigne ce documentaire, ou plutôt ce réquisitoire, loin d'être conforme aux règles déontologiques de base, d'autant que les faits ne peuvent être remplacés par des productions médiatiques orientées ou par des discours construits autour d'intervenants disqualifiés par leur manque de rigueur. Les médias français devraient davantage se pencher sur les crises internes que traverse leur pays. À l'instar du dysfonctionnement du système judiciaire français, des blocages institutionnels qui affectent le fonctionnement du Parlement et les conditions ayant permis à l'extrême droite de passer d'une position marginale à une influence directe des sphères de décision politique et médiatique. Mais certains médias français choisissent de déplacer le débat vers l'extérieur en multipliant les controverses internationales et en désignant des adversaires à l'extérieur. Cette dérive s'ajoute aux critiques visant certains acteurs médiatiques accusés de privilégier la prise de position idéologique au détriment de la valeur informative, confirmant que certaines chaînes françaises s'éloignent de leur mission d'information pour s'inscrire dans une logique de confrontation et de répétition sans apport journalistique ou factuel réel. À la frontière algéro-marocaine, l'apparition d'un drapeau de l'entité sioniste côté marocain a déclenché une vive indignation. Rapidement relayé sur les réseaux sociaux, ce geste a été perçu comme une provocation, confirmant le rejet populaire de la normalisation et le malaise qu'elle suscite au sein de la population marocaine. Mais ça le voit. ها هو خوتي الدري قطعوا رجلو ها عطاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايله خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر À la frontière algéro-marocaine, le drapeau de l'entité sioniste brandi du côté marocain a provoqué une vague d'indignation. Les images rapidement diffusées sur les réseaux sociaux ont été perçues comme une provocation politique majeure, ravivant la colère d'une large partie de l'opinion publique marocaine, dans un contexte régional marqué par la guerre en Palestine et par le rejet persistant de la normalisation. Rapidement, la colère s'est exprimée, notamment au sein de la société marocaine. Sur les réseaux sociaux, citoyens, militants et organisations ont dénoncé un acte jugé incompatible avec la position historique du peuple marocain. Traditionnellement attaché à la défense de la cause palestinienne, pour beaucoup, cet incident dépasse le cadre d'un comportement individuel et renvoie à une problématique plus large, celle de la normalisation des relations entre le Marzan et l'entité sioniste. Depuis 2020, date de la normalisation des relations diplomatiques entre le Marzan et l'entité sioniste, les manifestations de rejet se succèdent dans plusieurs villes du royaume. Une opposition populaire persistante qui contraste avec les choix diplomatiques du Marzan et met en évidence un fossé entre la rue marocaine et les orientations officielles. Dans un climat régional tendu, marqué par la poursuite des violences à Raza, cet incident est très révélateur. Il souligne la fragilité sociale et politique de la normalisation et relance le débat sur sa légitimité populaire. En l'absence de réaction officielle, la rue marocaine impose néanmoins son propre rapport de force symbolique, rappelant que la cause palestinienne reste un socle politique non négociable.
Revenons chez nous. Il s'agit là d'un coup de pouce dans la politique nationale de redynamisation de la pêche au thon rouge. Celle-ci se tourne également vers l'engraissement avec 2 fermes aquacoles spécialisées dans le domaine. L'une d'entre elles est établie sur les côtes de Tlemcen et d'une capacité de 250 tonnes. Abdeljabbar Ben Yahya et Badi Amarni. Nous sommes ici au port d'Alger. Ce thonier prend le large, destination Malte. En cette période, le thon rouge est en pleine migration saisonnière. L'appât est jeté pour attirer le thon. La colonie apparaît avec une vitesse pouvant dépasser les 70 km/h. À ce moment précis, un filet de pêche circulaire géant est jeté à l'eau. La caméra de la télévision algérienne filme ces images rares de cette espèce de poisson qui le thon aux nageoires rouges. Avec des gestes précis, ces plongeurs professionnels transfèrent cette colonie de thon du filet vers les cages flottantes. La cage flottante reprend sa destination vers l'Algérie, plus précisément vers les côtes de Sidi Youcha à Tlemcen, où est implantée la première ferme aquacole d'engraissement de thon rouge. هناك مزرعتين في تلمسان وفي ناحية الطارف السعة نتاع القفص من حجم 50 متر. Il existe 2 fermes aquacoles, une à Tlemcen et une à Taraf. La cage est d'un diamètre de 50 mètres et d'une capacité de 250 tonnes. Le temps maximum d'engraissement est situé entre 4 et 6 mois. فيه كميات أننا نقوموا ببيعها وهو أقصى حد يعني 4 حتى 5 أشهر مدة تسمين الطونة. معدل الأسعار في الأسواق العالمية يتراوح ما بين 12,000 إلى 15,000 يعني دولار للطن. La moyenne des prix sur les marchés internationaux varie de 12 000 à 15 000 dollars la tonne. Ce prix est multiplié par 7 ou par 10 lorsque le thon est issu de l'engraissement et en dehors de la saison. السعر راح يرتفع أكثر يعني ممكن يلحق حتى يعني قلت لك يعني 7 مرات إلى 10 مرات في السعر. Cet élevage de thon rouge n'est pas le fruit du hasard, mais d'une vision de l'État, ce qui permet de renforcer la position de l'Algérie dans ce domaine au niveau de la mer Méditerranéenne. Et avant de clore ce journal, on vous emmène à Tigejda, une destination qui a attiré ce week-end de nombreux visiteurs venus profiter des paysages hivernales. Une destination de montagne qui séduit toujours autant et qui est justement idéale pour se ressourcer avant d'entamer la semaine. Maïzahra Chebout. En famille ou entre amis, les visiteurs viennent avant tout à Tigejda pour se détendre et profiter de la montagne. Jeux dans la neige, promenades au grand air, photos souvenirs. L'ambiance est conviviale, chaleureuse et accessible à tous les âges. Pour beaucoup, Tigejda représente une véritable parenthèse hors du quotidien, le temps d'une journée ou d'un court séjour, loin de l'agitation urbaine. On est là en famille pour justement... on a ramené les enfants comme pour qu'ils se régalent un peu avec la neige et pour qu'ils puissent faire leurs études prochainement comme il se doit. On est venu aujourd'hui de Béjaïa avec mes enfants, les cousins, mes sœurs, pour profiter du week-end et honnêtement c'est magnifique. Je suis content aujourd'hui quand je suis venu avec mon père à Tigejda pour jouer avec la neige. C'est la deuxième fois que je visite la neige. C'est un bon moment pour moi. Mais la station ne se limite pas aux sorties de loisirs. Tigejda attire également des passionnés de sport de montagne et de randonnée hivernale. Équipés et habitués aux conditions parfois exigeantes, ils empruntent les sentiers enneigés, gravissent les reliefs et atteignent les sommets pour profiter pleinement du décor que Dame Nature leur offre. On est venu ici au niveau de sommet à Koukar, 2008 mètres, pour faire une randonnée. L'objectif c'est le sommet. Nous sommes venus aujourd'hui en groupe pour une randonnée jusqu'au sommet à Koukar
à 2008 mètres d'altitude. C'est une très belle expérience, idéale pour le week-end, pour changer d'air et évacuer le stress de la semaine. À Tikjda, le week-end rime avec évasion. Entre neige, nature et détente, la station reste une destination très prisée par les visiteurs. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi avec la suite de nos programmes. Au revoir.